Bonjour à tous, je suis Élise Alphonse, en charge de la communication chez CCMO Mutuel. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour notre nouvelle conférence santé, un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. Pour aborder ce sujet, nous accueillons Laurence Roufouillet, notre sophrologue. Bonsoir Laurence. Bonsoir Élise, bonsoir à tous. Nous aborderons les pathologies du sommeil. Laurence nous expliquera comment gérer les insomnies et lutter contre les éléments qui perturbent notre sommeil. Et enfin, nous serons initiés à la sieste flash. Avant de démarrer la conférence, je souhaiterais accueillir Paul-Henri Mainviel, notre directeur général, qui participe également à la conférence. Monsieur Mainviel. Merci Élise, bonjour à tous. Je suis ravi de voir que nous sommes aussi nombreux à être connectés ce soir pour cette web conférence. À la CCMO, nous cherchons à aller au-delà de notre mission de remboursement de soins et à donner des conseils, à traiter les sujets qui peuvent aborder la santé au quotidien de chacun d'entre nous. On peut tous être amenés à avoir des pathologies du sommeil, ou même plus simplement avoir des troubles du sommeil, à mal dormir. Et donc, comme vous, je vais suivre cette conférence avec intérêt pour bénéficier des conseils de notre sophrologue, Laurence Roufouillet. Merci Paul-Henri Mainviel. Donc, je vous rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions via la messagerie. Vous n'hésitez pas à les envoyer. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Laurence, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux du sommeil des Français? Écoute Élise, je vais essayer, mais je pense qu'on est un certain nombre à avoir constaté que ces derniers temps, on a pu rencontrer quelques petits soucis de sommeil qui se sont peut-être aussi accentués avec le contexte et parfois aussi les actualités. Alors, cette présentation, vous pourrez la revoir en replay dans le cours de la semaine si jamais vous étiez obligé de nous quitter en cours de route sur le site de la CCMO, bien évidemment. Et puis, je vais illustrer mon propos avec une petite présentation. Donc, je veux bien voir la première diapositive sur les Français et le sommeil. Qu'est-ce qu'on a à savoir aujourd'hui ? Ce qu'on a pu constater, donc ces sources, elles viennent d'un institut français qui s'appelle l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pendant notamment les confinements successifs, alors surtout les 2 premiers confinements. Et on s'est rendu compte qu'au cours de l'année 2020, 45% des Français, donc un Français sur 2, ont relaté connaître une baisse de la qualité de leur sommeil. Donc vraiment des troubles du sommeil qui se sont manifestés de différentes manières. D'une part, un horaire de coucher qui a eu tendance à être plus tardif. Alors peut-être à cause du télétravail au départ et peut-être de la difficulté justement à suffisamment faire la rupture entre la journée de travail et puis la vie personnelle, la vie familiale. Certainement aussi, et plus particulièrement chez les jeunes, du fait de l'utilisation massive des écrans, en particulier des téléphones ou des tablettes. On a peut-être eu un peu plus tendance à scroller, à consulter nos téléphones et parfois tard le soir. Donc ça, c'est la première cause de détérioration du sommeil. La deuxième cause qu'on a observée, qui était déjà présente auparavant, c'est une multiplication, en tout cas une plus grande fréquence des réveils nocturnes. Et c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, on en reparlera, le fait d'avoir tendance à se réveiller la nuit, notamment entre 3h et 5h du matin, alors qu'on devrait être dans une pleine nuit et une bonne nuit, donc avec des réveils successifs. Alors les réveils ne sont pas un problème en soi, ce qui peut poser problème, c'est si on ne se rendort pas, bien évidemment. Et puis la troisième chose qu'on a pu observer, c'est que ce sont des levées plus précoces, une heure de réveil le matin qui a été spontanément avancée. On avait tendance à se réveiller plus tôt. Alors même si la durée moyenne du sommeil, elle reste aux alentours de 7 heures, ce qui est une durée moyenne de sommeil qui est à peu près correcte, la qualité du sommeil, pour autant, elle a pu se dégrader. Donc ça, c'est un petit peu un constat aujourd'hui. Si vous parlez un peu autour de vous, si vous discutez avec des amis, et puis si vous êtes là aujourd'hui, on a quand même une attente autour du sommeil. On a envie de bien dormir, d'avoir une bonne qualité de sommeil et d'avoir la capacité aussi de bien se rendormir. Alors, je vais vous parler tout de suite, on va faire un petit tour d'horizon assez rapide des différentes pathologies du sommeil. Qu'est-ce qui peut empêcher finalement qu'on s'endorme et qu'on s'endorme bien?
Alors, dans les pathologies du sommeil, on va trouver de manière assez importante les apnées du sommeil. Ça, vous en avez certainement entendu parler. Alors, peut-être que vous-même, vous avez été diagnostiqué, peut-être qu'on a dépisté chez vous des apnées du sommeil, c'est-à-dire des moments pendant la nuit où, en fait, la respiration va se suspendre pendant quelques secondes. Alors, c'est jamais très grave parce que, heureusement, le cerveau, même si on dort, le cerveau veille, et surtout, le cerveau veille à ce qu'on respire à nouveau. Pour autant, ces apnées du sommeil ont tendance à détériorer ou à amoindrir la qualité de notre sommeil. Les apnées du sommeil, elles ne sont pas si rares, hein, ça concerne quand même 8% de la population. Mais ce qu'on constate, c'est que 80% des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil l'ignorent, hein, ne savent pas qu'elles ont ces apnées, puisqu'on est inconscient, hein, on est endormi. Ces apnées, elles ne sont pas suffisamment importantes pour nous réveiller. Parfois, ce qui peut nous réveiller, ce sont les ronflements, hein, y compris nos propres ronflements. Quand on fait des apnées du sommeil, c'est parfois le conjoint qui nous le signale, hein, en disant « mais c'est bizarre, la nuit, on a l'impression qu'à un moment, tu arrêtes de respirer ». Donc, les apnées du sommeil, alors comment on peut s'en rendre compte? Puisque je vous ai dit 80% des Français qui ont des apnées du sommeil l'ignorent. Il y a quelque chose qui est assez caractéristique, ce sont les assoupissements pendant la journée. Si vous vous réveillez le matin déjà et que vous sentez que vous êtes fatigué, alors ça peut parfois indiquer le fait que la durée de sommeil est insuffisante. Mais parfois, c'est peut-être à cause d'apnées du sommeil qui amoindrissent, enfin qui détériorent la qualité de votre sommeil. Là où vous allez vous en rendre compte également, c'est pendant la journée si vous avez tendance à vous assoupir. Si tout d'un coup, pendant une conversation, vous décrochez, vous êtes un peu moins attentif, si vous vous rendez compte qu'au volant, vous pourriez avoir tendance à piquer du nez. Alors, je vous signale, sur le site de la CCMO, vous trouverez un test qui s'appelle l'échelle d'Epworth. Ce test vous permet d'identifier les assoupissements durant la journée. Ça peut être des indices pour les apnées du sommeil. Toujours en première intention, si on repère quelque chose de ce côté-là, on en parle à son médecin. Dans les pathologies du sommeil assez courantes, on va trouver un phénomène qui est plus rare, qui peut être constitué alors soit par des sursauts nocturnes, ce sont souvent des tressautements qui sont d'origine musculaire, ça va être vraiment des sursauts musculaires. Alors peut-être ça vous arrive parfois au moment de vous endormir où tout d'un coup on a l'impression qu'on se réveille en sursaut. Et puis, il y a des formes d'impatience qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire que les membres inférieurs vont continuer à avoir des petits mouvements, des tremblements, etc. Alors ça, c'est vraiment une indication médicale. En général, si vous souffrez du syndrome des jambes sans repos, vous le savez, parce que vous l'avez constaté, vous avez des impatiences, des fourmillements, hein, ces sensations de fourmis dans les jambes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous pouvez aller consulter votre médecin parce que la solution, elle est d'abord médicale. On ne va pas pouvoir de nous-mêmes agir sur ce type de syndrome. De même que pour les apnées du sommeil, vous savez qu'il existe aujourd'hui des dispositifs nocturnes qui vont permettre justement de relancer une bonne respiration durant la nuit, y compris quand on est endormi, quand on dort, pour avoir justement une bonne oxygénation et une bonne qualité de sommeil. Laurence, Oui. donc si on repère ou si on fait des remarques comme quoi la nuit, on arrête de respirer ou on voit qu'on a les jambes qui bougent toute la nuit, on en parle d'abord, voilà, on en parle d'abord à son médecin. D'accord. En général, c'est quand même sur une certaine durée. On le constate, ce n'est pas 1 ou 2 nuits. C'est vraiment quelque chose qui va se manifester sur une certaine durée. Mais dès qu'on a une question de ce domaine, il faut en parler à son médecin, en particulier, je pense à son médecin généraliste. Vous avez un médecin généraliste, il vous connaît bien, ça va être vraiment le premier conseil en première intention. D'accord. Donc, je voudrais vous parler un peu plus des insomnies parce que finalement, c'est vraiment de ça dont il est question la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on a du mal à dormir. Soit on a du mal à s'endormir, soit on se réveille la nuit et puis on a des difficultés, on rumine, on cogite, on se retourne dans son lit, on a du mal à se rendormir. Forcément, il nous manque des minutes et parfois des heures de sommeil. Donc, la qualité du sommeil, elle se dégrade. Alors, il y a 2 types d'insomnie. On va avoir, et je voudrais commencer par celle-là peut-être, les insomnies occasionnelles, parce que finalement, ce sont quand même les plus nombreuses. Néanmoins, quand on interroge les Français, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, on se rend compte qu'un Français sur 5 dit
je dors mal. Voilà, je suis sujet à des insomnies. La plupart du temps, ce sont quand même des insomnies occasionnelles. J'ai envie de dire, elles sont transitoires. Elles sont même souvent réactionnelles par rapport à une phase, un moment que vous travaillez, que vous traversez. Alors, mon lapsus est intéressant parce que ça peut concerner justement le travail, hein. Si vous avez un souci au travail, vous êtes en conflit avec un collègue, vous avez un problème avec un supérieur, ou bien vous avez, je ne sais pas, un conflit avec quelqu'un dans votre famille, vous traversez une période où votre santé vous préoccupe. Voilà, donc ces insomnies occasionnelles, transitoires, réactionnelles, elles peuvent arriver, on peut les gérer, et ça, on va en parler. C'est pas plus inquiétant que ça. Souvent, elles vont avoir comme origine, hein, une période de stress, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être un moment d'inquiétude. Il faut dire qu'après 2 ans de Covid, alors aujourd'hui, hein, on vit un moment un peu exceptionnel qu'on avait presque oublié, puisqu'on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux publics, bon, à part dans les hôpitaux, les EHPAD et puis les transports publics, mais en tout cas, on peut l'enlever en famille, on peut l'enlever dans les magasins, dans les restaurants et sur notre lieu de travail. Donc, c'est vraiment voilà, une source de soulagement. Ça a pu être une préoccupation, mais on voit aussi que l'actualité internationale, elle nous préoccupe. Donc, chacun va réagir aussi en fonction de sa sensibilité. Si on a un tempérament anxieux, on va être un petit peu plus en tension. Ça va générer des pensées, des inquiétudes, hein, des anticipations. Donc, ça, c'est normal. C'est vraiment dû au stress, à l'anxiété. Et parfois, cette anxiété, elle va s'installer sur une plus longue période, hein. On peut aller vraiment sur des moments avec des véritables crises d'angoisse, alors souvent qui vont se manifester dans la journée, mais parfois les crises d'angoisse, elles peuvent arriver la nuit, avec une espèce de montée d'anxiété. Et puis, quand le sommeil change, quand tout d'un coup quelque chose se modifie au niveau du sommeil, ça peut parfois être un symptôme, et un symptôme associé de la dépression. Alors, même chose, en général, on se connaît bien. Si vous vous rendez compte que vous ne dormez pas parce que vous êtes soucieux, pas d'inquiétude majeure, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. En revanche, si tout d'un coup le sommeil se détériore et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, même chose, parlez-en à votre médecin. Ces insomnies occasionnelles et transitoires, c'est une partie des insomnies qu'on peut rencontrer. Il y a des insomnies chroniques. Donc, dans les études qui ont été faites, on se rend compte que 10% des Français estiment vivre et subir parfois des insomnies chroniques. On parle aussi d'insomnie sévère. Donc là, il va y avoir vraiment un manque de sommeil, mais sur une plus longue période. Je vous donne un repère, hein, on parle d'insomnie chronique à partir du moment où les insomnies se manifestent sur une semaine, au moins 3 nuits. Alors, ce n'est pas forcément 3 nuits d'affilée, hein, mais a priori, il y a 7 nuits sur une semaine, pardon. Donc, si sur 7 jours, vous avez quand même 3 nuits où en général, vous dormez mal, ça doit vous alerter. Et ces insomnies deviennent chroniques si ça dure sur une période de 3 mois. Moi, je vous conseille quand même de ne pas attendre 3 mois pour en parler à votre médecin, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les insomnies, elles vont avoir des répercussions sur notre journée, sur notre fatigue, sur notre attention. Elles vont avoir des répercussions sur la mémoire, sur la vigilance, en particulier si vous travaillez, si vous conduisez, si vous travaillez sur des machines. Elles peuvent avoir aussi des répercussions sur notre humeur. On va être plus facilement agacé, impatient, irritable. Après, elles vont avoir des répercussions davantage émotionnelles. Ça va déclencher de la colère ou peut-être de l'anxiété. On a l'impression de perdre ses moyens. Elles peuvent avoir aussi des répercussions sur notre comportement avec les autres. Donc, ce serait dommage que ça détériore votre vie de couple, votre vie de famille. Voilà, donc les insomnies, ça peut arriver. Mais en tout cas, il faut que ça reste transitoire. Laurence, Oui. insomnie, c'est quand on n'arrive pas à s'endormir ou quand on se réveille dans la nuit? Alors, c'est les deux, hein. Ça dépend. Ça dépend des profils, ça dépend des personnes. Moi, ce que je peux constater, donc en tant que sophrologue, avec les personnes que j'accompagne, chez les adultes, en général, les adultes s'endorment bien. Les adultes s'endorment même presque trop tôt, hein. Vous commencez peut-être à somnoler sur votre canapé en regardant vaguement votre série vers 21h30.
Mais souvent, l'endormissement ne pose pas trop de problèmes chez les adultes. En revanche, on va beaucoup observer de réveils nocturnes. Alors, le réveil n'est pas anormal, hein. Je le préciserai tout à l'heure, on est programmé pour se réveiller la nuit. En revanche, il faut pouvoir se rendormir. Chez les enfants et les adolescents, on observe le contraire. C'est-à-dire que majoritairement, quand il y a des problèmes de sommeil, ce sont plutôt des problèmes pour s'endormir. Les enfants et les ados qui commencent à rencontrer des problèmes de sommeil, alors soit ils ont du mal à aller se coucher, hein, on dit souvent on installe une heure de coucher, un rituel de sommeil, lire une histoire, mettre une petite veilleuse, fermer la porte, s'endormir tranquillement. Mais l'endormissement peut être plus compliqué chez les enfants et les adolescents. En revanche, une fois qu'ils sont endormis, ils dorment très bien, hein. Ils dorment tellement bien que le matin, on peut avoir du mal à les réveiller. Donc voilà, le terme insomnie est un terme relativement générique qui va décrire les deux types d'attitudes. Alors, ce que je veux bien, c'est qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner quelques conseils. Comment est-ce qu'on peut gérer les insomnies? Quand on a des insomnies, souvent on a beaucoup de croyances, hein. On se dit « mais j'y arrive pas, j'y arrive plus, j'y arriverai plus, mon sommeil s'est dégradé, je dormirai plus comme avant ». Il y a souvent des, comment je dirais, des croyances, des idées toutes faites, hein, autour des insomnies. Moi, j'entends beaucoup dire que le sommeil se dégrade avec l'âge. Ah, mais c'est normal de moins bien dormir quand on vieillit. Le sommeil peut être différent, il peut se réduire donc en quantité, c'est-à-dire que les besoins de sommeil peuvent diminuer légèrement. En revanche, la qualité du sommeil, il faut qu'elle reste bonne, hein, c'est-à-dire que nos besoins de sommeil vont s'adapter à notre activité. Donc, quelque part, quand on est en retraite, on fait moins d'efforts, qu'on a moins de déplacements, c'est normal que la durée de sommeil, elle diminue un petit peu, les besoins de sommeil vont être différents, mais la qualité de sommeil, elle doit rester bonne. Donc, ne vous limitez jamais, ne vous enfermez pas dans une fatalité autour du sommeil, hein. Ça, c'est très important. À partir du moment où vous dites « non, non, mais là, ce n'est pas possible, j'en peux plus, ces problèmes de sommeil, il faut que je trouve une solution », il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent. D'abord avec votre médecin et éventuellement en complément avec des techniques qui sont alternatives, naturelles, évidentes, qui peuvent passer effectivement. Alors moi, je suis sophrologue, ça peut être la sophrologie, ça peut être la méditation, ça peut être aussi de recourir à la naturopathie, voilà, d'utiliser des tisanes, des méthodes naturelles, de pratiquer le sport à certains moments, parce qu'on sait que la pratique du sport, notamment le matin, va favoriser un bon sommeil, parce que pour le coup, il y a une vraie fatigue. Donc en général, en fin de journée, on a besoin de s'endormir. Donc ne restez pas enfermés dans des problématiques autour du sommeil. Alors moi, je voudrais, avec vous proposer deux choses qui vont être de travailler sur deux obstacles majeurs quand on a des insomnies. La première chose, ce sont les pensées récurrentes. Alors, je symbolise avec ma main ce qui peut être la limite entre, voilà, là je suis réveillée et ici je suis endormie. Et on dit souvent qu'on tombe dans le sommeil, hein, c'est-à-dire que notre vigilance, elle va varier, elle va diminuer. Alors en général, dans la journée, on est très très attentif, on commence à être plus tranquille, on rentre chez soi, on passe à table, on discute avec son conjoint, on fait une activité plus calme, on regarde la télévision. Donc la vigilance, elle va baisser. Vous vous mettez dans votre lit, vous lisez un peu et votre vigilance va baisser de plus en plus jusqu'à ce que vous passiez le seuil, hein, la barrière du sommeil, et vous descendez dans le sommeil. Bon. Ce qui peut empêcher le soir de rentrer dans le sommeil, c'est le fait qu'on cogite. Qu'on cogite, qu'on rumine, qu'on anticipe, alors avec deux tendances, soit de refaire le match, c'est-à-dire de repartir sur la journée qui s'est écoulée, et puis de repenser à des choses qui se sont passées ou pas bien passées dans la journée, parfois même à des choses que vous avez oublié de faire, ou alors vous pensez déjà à la journée du lendemain, et vous avez tendance un tout petit peu à anticiper. Toujours est-il que si je suis encore en train de penser, je ne peux pas avoir l'abaissement de vigilance suffisant pour s'endormir. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un truc tout bête, mais que je fais vraiment presque comme une hygiène de vie et comme une hygiène du sommeil. La première chose que je fais systématiquement avant de m'endormir, alors ça peut être soit avant de me coucher, mais ça m'arrive de le faire dans mon lit parce que j'ai un petit carnet sur ma table de nuit, c'est de faire une liste. Voilà, donc ce qu'on appelle la liste des choses à faire ou la to-do list. Et vraiment, vous allez noter toutes les choses que vous avez peur d'oublier,
les choses qui sont importantes, les rendez-vous que vous avez le lendemain, même si c'est dans votre agenda. Notez, je ne sais pas, il faut que je prenne mon chéquier, il faut que j'emporte ma carte vitale, voilà. Alors évidemment, souvent on me dit, mais ce n'est pas grave parce que je sais que je vais y penser. Très bien, mais le fait de devoir y penser maintient ce qu'on appelle une tension attentionnelle, hein, une tension de l'attention au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, un peu comme un programme d'ordinateur, il va faire tourner un tout petit logiciel pour retenir ces choses à faire. Donc, ça peut être vraiment une habitude le soir, soit quand vous quittez votre travail et vous le faites peut-être sur votre bureau et vous laissez sur votre bureau avant de partir, vous notez absolument ce coup de fil à passer, ce mail à envoyer, soit dans votre lit avant de vous endormir. Ça, c'est la première chose. Avec ça, vous allez vider, vous allez mettre de côté, vous allez externaliser 80% des pensées qui sont présentes dans votre cerveau. Il faut savoir que dans la journée, on estime qu'on a, c'est énorme, entre 50 et 60 000 pensées. Bon, vous n'allez pas en mettre 60 000 hein, sur votre liste, mais en tout cas, vous allez mettre peut-être les 7, 8 ou 10 choses à faire que vous n'aurez plus à retenir parce qu'elles sont posées sur le papier. Ça, c'est 80% des pensées banales, les pensées quotidiennes, voilà, celles qui sont vraiment dans le flux des choses à faire. En revanche, dans les pensées qui vont tourner en boucle et qui nous posent problème, il y a des préoccupations. Et les préoccupations, ce sont souvent des idées, des sujets, des thèmes, des soucis parfois sur lesquels on n'a pas encore de solution. C'est un peu une grosse pierre dans notre vie. Ça peut être, vous êtes en attente du résultat d'un examen de santé, ça peut être aussi, vous êtes dans l'inquiétude pour un de vos proches, ça peut être aussi, vous allez passer un entretien professionnel, ça peut être, voilà, vous avez vu quelque chose aux informations, au journal télévisé, et puis vraiment, ça vous a impressionné. Bon, ce sont typiquement des sujets et des pensées sur lesquels on n'a pas de prise. C'est d'ailleurs pour moi la vraie bonne définition du lâcher-prise. C'est-à-dire le lâcher-prise consiste à lâcher ce sur quoi on n'a pas de prise. Donc, je ne peux pas, moi, même avec toute ma volonté, toute mon empathie et toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas changer ce qui se passe en Ukraine. Mais si je ressasse ça pendant la nuit, ça va juste m'empêcher de dormir ou ça peut m'empêcher de m'endormir. Donc, ce que je fais aussi parfois le soir, et ça peut m'arriver par exemple si je suis contrariée, si j'ai une discussion avec quelqu'un qui ne m'a pas plu, qui m'a mise mal à l'aise ou qui m'a mise en colère et que je n'ai pas encore la capacité de trouver comment je vais sortir de ce problème, eh bien, je fais ce que j'appelle un vide-tête. C'est-à-dire que je vais prendre vraiment une feuille de papier et je peux prendre aussi un cahier. Et là, j'écris et j'écris au fil de l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas votre journal intime, ce n'est pas l'analyse de la situation avec le pourquoi, du comment, les plus et les moins, etc. Ça ne sert qu'à tirer la pelote de laine. Et vous avez certainement remarqué que les pensées, une pensée entraîne une autre pensée, qui en entraîne encore une autre, et puis qui en emmène une autre. Donc, vraiment, avec tout simplement, un stylo et une feuille de papier, vous écrivez. Alors, pourquoi le stylo ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionne beaucoup mieux si c'est manuscrit. Même si c'est mal écrit, on s'en fiche parce que vous n'allez pas le relire. Même si vous écrivez vite, hein, à toute vitesse, et le but est de vider votre tête et de sortir, d'évacuer, de jeter presque sur le papier tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui vous pèse. Ça m'arrive quelquefois de rentrer chez moi le soir et de me dire, il y a un truc qui me gêne. Bon. Alors, je repense à ma journée, j'essaye d'identifier la chose, la phrase, la remarque, l'événement, la situation qui m'a posé problème. Mais souvent, ce n'est pas tellement encore cette situation que toute la résonance qu'elle peut avoir pour moi. Et c'est un petit peu ça qu'il faut poser et écrire sur le papier, avec vraiment les peurs. Alors souvent, ce sont beaucoup de peurs. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur que les gens pensent que je suis nulle. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur d'être critiquée. Ou bien je suis déçue par telle personne. Ou un tel me renvoie jamais de reconnaissance. Hein. C'est des choses que je vais beaucoup entendre dans le travail. Ça, vous le posez sur le papier parce que de toute façon, ce n'est pas chez vous, ni dans votre lit le soir, ni la nuit, que vous allez trouver une issue pour toutes ces problématiques. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Ensuite,
la nuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, entre chaque cycle de sommeil, on a potentiellement une petite période de réveil nocturne. Donc, il n'est pas du tout anormal de se réveiller la nuit. On est câblé pour ça, on est programmé pour se réveiller la nuit. Alors, parfois, entre deux cycles de sommeil, on ne se réveille pas du tout. De temps en temps, vous vous réveillez, mais vraiment, c'est juste le temps de vous retourner, vous regardez l'heure sur votre réveil, vous remontez la couette et vous vous rendormez. À d'autres moments, vous vous levez pour aller aux toilettes, aller boire un verre d'eau, vous vous recouchez, vous vous rendormez. On est prévu pour se réveiller. Néanmoins, à certains moments, on se réveille, tout d'un coup, on regarde l'heure, il est 3 heures, il est 3h30, il est 4 heures. Et puis là, on sent qu'on est un peu tendu, on attrape une pensée, on commence à ruminer, on fait des listes dans sa tête, on cogite, et je refais ma limite. Donc, ce qui se passe, c'est que entre deux cycles, la vigilance, elle remonte un petit peu, et puis on pense à quelque chose, et puis on pense encore à autre chose, et puis encore à autre chose, et là, la vigilance, elle remonte, je suis ici, et si je suis ici, je ne peux pas à nouveau m'assoupir, parce que je suis en train d'entretenir un raisonnement, donc je suis vraiment dans le mental, donc je ne peux pas être dans le lâcher-prise et dans la perte de conscience, à ce qu'on appelle faire abaisser le niveau de conscience suffisant pour retourner dans le sommeil. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, je vous propose 2 techniques qui sont vraiment inspirées de la sophrologie. La première technique, c'est une technique de respiration. Alors, celle-là, on ne va pas la faire ensemble, mais je vais vous la décrire et vous allez la comprendre assez rapidement. On appelle ça la respiration 5, 10, 5. Et si je pouvais vous la dessiner, 5, 10 et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me concentrer sur ma respiration. La respiration est une des fonctions du corps qui est soit automatique, soit volontaire. Donc, volontairement, consciemment, je vais changer ma respiration et je vais inspirer doucement par le nez pendant 5 secondes. Ensuite, je vais juste suspendre mon souffle pendant 10 secondes. Donc, en fait, je fais une pause, non pas une apnée, mais une pause volontaire, poumon plein pendant 10 secondes. Et ensuite, j'expire pendant 5 secondes. Et ça, je vais le faire sur une dizaine de respirations. En général, c'est le temps nécessaire pour que le cerveau enregistre l'information et pour qu'il comprenne que vous êtes en train de vous apaiser et de vous calmer de vous-même. Donc, cette respiration qu'on appelle également la respiration modifiée, 5, 10, 5. J'inspire pendant 5 secondes, je marque un temps de pause et j'expire pendant 5 secondes. Alors, plutôt que de compter, ce que je n'ai jamais trouvé très relaxant, il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première chose que je fais, même quand je suis dans mon lit, par exemple, si j'ai mes mains posées, alors là, je les pose ici, mais elles peuvent être posées sur mon ventre, hein, c'est en général ce qui se passe. En fait, je compte sur mes doigts. Donc, simplement, je vais compter les secondes sur mes doigts. Donc, quand j'inspire sur 5, donc je peux avoir les yeux fermés, je fais une pause sur 10, je vais compter sur mes doigts et j'expire sur 5. Bon, ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité pour ne pas avoir à compter, j'écoute ma respiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'écoute le bruit du frottement de l'air. Lorsque j'inspire et que ça frotte, hein, ça fait un petit glissement au niveau de mes narines. Quand je fais la pause, j'attends à peu près pendant 10 secondes, donc c'est un temps de silence. Et lorsque j'expire par le nez, par la bouche, j'écoute le bruit de la respiration. Et l'avantage de cette deuxième manière de faire la respiration, c'est que si vous êtes connecté au sens de l'ouïe, plus vous allez être sur les sens et moins vous serez dans le mental. Donc, le cerveau, en fait, se défocalise et il va rentrer dans ce rythme respiratoire, il va s'intéresser à la respiration au lieu de dévider la pelote des pensées. Et la deuxième possibilité en cas de réveil nocturne, c'est de faire ce qu'on Florence, appelle… Oui. combien de temps on peut faire la respiration 5, 10, Écoute, 5? alors, il n'y a pas de contre-indication, hein, tu peux la faire, j'ai envie de dire, aussi longtemps que tu veux. Moi, souvent, je conseille d'en faire une dizaine. Alors, en général, on est endormi avant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si au bout de 10 respirations, 10, 12, tu vois que tu n'es pas, ou si vous voyez que vous n'êtes pas endormi, il faut passer à une autre technique. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'énerver.
D'accord. Si vous vous agacez, la vigilance remonte. Ah, c'est pas possible, je suis toujours pas endormie, mais non, je suis Ça ne toujours pas marche endormie. pas. Ça marche pas, vous vous retournez, et là, c'est fichu. Donc vraiment, à ce moment-là, on va passer à une autre technique. Donc, c'est là où on va pouvoir rentrer dans une technique qu'on peut faire de deux manières, qu'on appelle soit le scan corporel, soit l'inventaire des points d'appui du corps, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette fois-ci, on va, entre guillemets, changer de fréquence. Au lieu d'être sur le sens de l'ouïe, au lieu d'écouter la respiration, avec ce petit schéma 5-10-5, je vais passer sur le sens du toucher. Vous voyez, je fais exprès, je me recule sur la chaise. Pourquoi? Parce que si j'étais allongée dans mon lit, alors que je sois allongée sur le dos, mais ce qui est rarement le cas quand on dort, parce qu'en fait, on est plus souvent sur le côté, dans ma position de sommeil, je vais commencer en fait à ressentir, alors soit les points d'appui, c'est-à-dire que je vais sentir les zones de contact de mon corps avec l'oreiller et avec le matelas. Donc en général, si on est sur le côté, on va ressentir la tempe, le côté du visage, l'arrondi de l'épaule, le bras, le flanc, etc. Donc vraiment intérieurement, vous avez les yeux fermés, vous allez vous mettre au niveau du sens du toucher et prendre conscience des points d'appui du corps. Ou alors, vous pouvez faire la technique de ce qu'on appelle le scan corporel, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez en train de scanner votre corps, zone après zone, avec l'idée de relâcher. Et là où ça va être intéressant, et je vous invite à le faire même ce soir en vous endormant, c'est qu'il y a un certain nombre de fois où vous allez vous rendre compte que vous êtes allongé, mais vous n'êtes pas complètement posé. C'est-à-dire qu'on garde des micro-tensions et souvent on s'en rend compte au niveau de la tête, c'est-à-dire que la tête elle est posée, elle est contre l'oreiller et tout d'un coup ça va faire hop, un truc comme ça. Alors j'exagère bien sûr, mais vous allez vous rendre compte que vous vous enfoncez de quelques millimètres dans la mousse de votre oreiller parce qu'en fait, vous êtes en train de relâcher des micro-tensions qui sont notamment au niveau de la nuque ou des épaules. Souvent, les épaules, ça remonte beaucoup. Donc, ça peut être effectivement la technique du scan corporel ou faire l'inventaire des points d'appui du corps avec souvent cette sensation de pesanteur, vraiment cette sensation que le corps est plus lourd, voilà, comme s'il pouvait s'enfoncer encore plus profondément dans l'oreiller ou dans le matelas. Est-ce que ça te parle, Élise, les points d'appui ou le scan corporel? Oui, Super. complètement. Toi, c'est quelque chose qui est, je te prends un témoin, voilà, quelque chose Complètement. qui est assez facile à faire. Alors, vous pouvez le faire dans le sens qui vous plaît. Moi, j'ai l'habitude de le faire en commençant par la tête et en allant jusqu'aux pieds. Mais vous pouvez le faire à l'envers. Vous pouvez commencer par les pieds, puis vous remontez progressivement jusqu'à la tête. Alors, vous le faites une première fois. Si vous n'êtes toujours pas endormi, faites-le une deuxième fois. On peut le faire jusqu'à 3 fois. Même chose, si au bout de 3 fois, ça ne fonctionne pas, on essaye de passer à une autre technique. Le but n'est quand même pas de s'agacer, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Je vous conseille de le faire toujours dans la même position. C'est-à-dire que si vous avez tendance à bouger beaucoup, décidez de la position dans laquelle vous êtes. Et là, vous faites votre scan corporel ou vos points d'appui dans la position que vous avez arrêtée. Laurence, parfois on conseille de se relever la nuit si vraiment on n'arrive Alors, pas à ça, dormir. c'est un peu la technique ultime. C'est-à-dire qu'on a entre deux cycles de sommeil, on a entre 5 et on va dire maximum 15 minutes pour se rendormir. Si vous voyez que vous avez passé les 15 minutes, levez-vous parce qu'en fait, vous allez casser le cycle. Sinon, si vous restez dans votre lit, le risque, c'est de sauter un cycle complet et après, on se rendort au bout d'1 heure et demie. Mais ça, vous le savez, parce qu'on a vraiment, c'est comme si on avait loupé le train. On est descendu sur le quai, le train, il est reparti sans nous et le train suivant, il repasse au bout d'1 heure et demie. Donc, si on se lève, on sait par exemple que si on a un petit peu froid, on conseille par exemple aller marcher sur le carrelage de votre salle de bain. Et le fait d'avoir un petit peu froid, ça va, le corps, la température va abaisser légèrement et ça va être plutôt favorable à l'assouplissement. Moi, ce que je conseille parfois, c'est que si vous avez du mal à vous endormir, mettez-vous sur le canapé de votre salon. Vous prenez éventuellement un petit plaid et puis vous essayez de refaire les exercices, mais sur votre canapé. Et puis dès que vous sentez que vous vous endormez, honnêtement, rendormez-vous. S'il est 4 heures du matin, c'est pas grave, vous vous rendormez sur votre canapé avec votre plaid et au moins vous finissez votre nuit correctement. Pas vous retraversez toute la maison, vous montez un étage et puis vous retournez dans votre lit parce qu'il y a toutes les chances de se réveiller à ce moment-là. Si vous sentez que vous repartez vers le sommeil, rendormez-vous là où vous êtes. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à la sieste flash. Moi, j'ai une question, Oui, Laurence.
On entend toujours dire que les heures avant minuit comptent double. Ah, effectivement, ça fait partie des choses qu'on véhicule autour du sommeil. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est surtout vrai si vous avez des horaires classiques, hein. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin pour vous lever pour votre journée, quelle que soit votre activité, ou si vous allez travailler, que vous vous levez, on va dire, entre 5h30 et 7h. Si vous faites les 3-8, si vous êtes en horaire décalé, cette phrase, elle ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que les horaires avant minuit, c'est-à-dire, on va dire, un coucher aux alentours de 22h, 22h30, 23h, les premiers cycles de sommeil, en particulier les 2 premiers cycles, donc un cycle, c'est entre 1h30 et 2h, sont plutôt favorables à la récupération physique. Hein, c'est-à-dire vraiment, ça récupère de la fatigue, de l'effort physique, c'est-à-dire c'est le corps qui récupère. Les muscles, les tendons se reposent, les ligaments, les organes vont se mettre au repos. On sait par exemple que tous les phénomènes de réparation ne s'enclenchent que la nuit. Alors, réparation, c'est quoi? C'est quand on s'est coupé, les cellules de la peau vont cicatriser uniquement la nuit. Donc, il faut être au repos pour pouvoir le faire. Si vous vous êtes cassé quelque chose, les os se reconsolident uniquement la nuit quand on est au repos. Et pour les enfants, l'hormone de croissance ne se libère que la nuit. D'où l'importance de garder un bon sommeil chez les enfants et en particulier chez les adolescents, qui ont souvent tendance à tirer la corde le soir sur le sommeil. J'ai une autre question Oui, dans la série des questions. mais oui. Là, c'est les parents qui doivent gérer des enfants qui dorment mal. Alors ça, c'est un vaste sujet. On pourrait faire rien qu'une conférence là-dessus. Les rituels, c'est important. Alors, quand on est parent, ça, je ne t'apprendrai rien, je ne vous apprends rien, je pense. Quand on est parent, l'éducation, ça consiste tout le temps à répéter. Donc, c'est vrai qu'il faut être un peu, on va dire, ferme et constant sur l'horaire de coucher. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les adultes, hein. Le sommeil est sensible à l'habitude, il est sensible au conditionnement. Plus vous vous couchez à la même heure, plus vous vous levez à la même heure et plus vous aurez un sommeil de qualité. Donc, il faut créer avec les enfants, il faut imaginer avec eux un rituel qui leur convient et qui leur permette de s'endormir rapidement. Les exercices dont je vous ai parlé, y compris la respiration, ça fonctionne avec les enfants. Peut-être au début le faire avec eux et ensuite les inciter à le faire eux-mêmes, hein. Alors, quand on écoute la respiration, moi quand je travaille avec des petits, on appelle ça la respiration de la vague. À partir de quel âge? Oh, moi, je commence avec les petits, 5-6 ans, hein, sans problème, hein. Vraiment sans souci, on leur fait écouter la respiration, on fait le bruit des vagues. Au début, on peut le faire avec eux. Et puis après, on les accompagne, tu ressens ton corps, il est lourd, il s'appuie. Et puis, dès que l'enfant va s'endormir, et franchement, à partir de 7 ans, un enfant, il est complètement capable, avec ce type de technique, de s'endormir par lui-même, tout seul, y compris quand il va dormir chez des copains. Alors, je regarde l'heure. On aura de toute façon des questions après pour les personnes qui veulent rester sans aucun problème. J'aimerais vous parler de la sieste flash parce que certains sont venus pour ça quand même. Alors, la sieste flash, c'est une possibilité pour faire des pauses de récupération pendant la journée. Vous connaissez certainement la sieste, qui est quand même quelque chose qu'on pratique, alors peut-être moins en France que dans d'autres pays méditerranéens, je pense notamment à l'Espagne où la sieste est presque une institution, où ce n'est pas du tout un problème de dormir au bureau. Bon, la sieste classique, en général, on dit c'est 15 à 20 minutes au maximum. La sieste flash, ce qu'on va faire maintenant, même si ce n'est pas l'heure idéale pour la sieste, c'est une sieste qu'on va faire en tout cas en moins de 10 minutes. On peut la faire en position assise. Donc, dans l'absolu, vous pourriez la faire au bureau, chez vous. Si vous êtes commercial, par exemple, et que vous avez une tournée, que vous avez l'habitude d'être beaucoup en voiture, peut-être avant de reprendre votre voiture après le déjeuner, pour vous permettre de faire une petite pause et de retrouver justement comme ça un peu de vitalité dans la voiture arrêtée, bien évidemment. Si vous êtes quelque part sur un parking avant de reprendre votre tournée. Donc, sur n'importe quel siège, en position assise,
Alors, pourquoi je vous ai dessiné une clé? Parce que ça peut être un truc, alors là, j'ai un stylo, mais vous mettez une clé, par exemple, votre trousseau de clés dans votre main, le long de votre corps et puis, en fait, au moment où vous allez vous assoupir, ce qui va se passer, c'est que si vraiment vous vous endormez profondément, la main va s'ouvrir et comme le stylo ou la clé va tomber sur le sol, voilà, le bruit va vous réveiller si jamais vous étiez en train de partir dans une grande sieste. La sieste flash est une détente rapide qu'on va synchroniser avec la respiration. Et si vous voulez bien, je vais vous encourager à le tester tout de suite et on va le faire ensemble. Alors, si jamais vous étiez en voiture, surtout, vous ne faites pas en même temps que nous, hein, vous coupez surtout le son. En revanche, pour les autres, ce que je vous propose, c'est de bien vous positionner. Donc, reculez-vous sur votre siège, n'importe quel siège. Vous pouvez poser vos mains sur votre bureau, vous pouvez les poser sur vos cuisses, vous pouvez éventuellement croiser les doigts et les positionner sur votre ventre avec les épaules bien relâchées. Et je vais vous proposer de fermer les yeux tout doucement. Voilà, des paupières simplement abaissées, un peu comme des rideaux. Et même s'il y a du bruit autour de vous, ça n'a aucune importance. Laissez les bruits de côté, laissez les pensées de côté. Prenez conscience de votre respiration en réalisant que lorsque vous inspirez, l'air entre doucement par votre nez comme un petit courant d'air, comme un glissement d'air. Et lorsque vous expirez par le nez ou par la bouche, l'air repasse tranquillement en faisant aussi un petit bruit léger. Donc déjà, simplement, vous allez vous caler sur quelques inspirations et quelques expirations douces et progressives. Et puis, vous allez prendre une inspiration tranquille et en expirant, vous allez complètement relâcher votre visage depuis votre front jusqu'à votre menton, tranquillement. Vous inspirez, vous vous concentrez sur votre visage. Vous expirez, vous relâchez les sourcils, les yeux, les joues, la mâchoire. Vous inspirez doucement. Vous expirez, vous laissez aller votre tête. Elle va trouver une position d'équilibre sur votre cou et sur votre nuque. Vous inspirez. Vous expirez tranquillement, vous laissez aller votre nuque en relâchant vos épaules. Laissez retomber doucement vos épaules. Vous inspirez doucement. Vous expirez, vous détendez vos bras complètement jusqu'à vos mains qui se posent et jusqu'à vos doigts qui s'ouvrent. Votre respiration, elle est fluide, elle est tranquille, régulière, paisible. Vous inspirez doucement. Vous expirez, vous laissez aller votre dos qui s'arrondit et qui s'appuie. Inspirez. Expirez, sentez que votre dos s'arrondit et s'appuie encore un peu plus, sans effort. Vous inspirez doucement. Vous expirez, vous soupirez en laissant aller votre thorax. Vous inspirez doucement. Vous relâchez complètement votre ventre. Le ventre, il peut être tout à fait souple et tout à fait tranquille. Inspirez. Expirez, posez votre bassin comme s'il s'enfonçait encore un peu plus dans votre chaise. Inspirez doucement. Et en expirant, vous laissez aller vos cuisses. Elles aussi, elles s'enfoncent dans le siège contre lequel vous êtes assis. Et vous inspirez. Vous expirez en laissant vos jambes se détendre jusqu'à vos pieds.
Inspirez. Soufflez bien, vous relâchez jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos orteils. Et vous inspirez. En expirant, vous laissez complètement aller tout votre corps. Et si jamais vous êtes devant une table, eh bien vous pouvez tout simplement poser vos coudes sur la table et puis laisser votre tête, votre front se poser devant vous. Voilà, vous vous enroulez tranquillement, si c'est possible. Vous inspirez, vous soufflez, vous ressentez le poids de votre tête contre vos avant-bras. Et vous avez tout à fait la possibilité de faire durer encore quelques instants, si vous en avez envie, ou si vous en avez la possibilité. En tout cas pour maintenant, pour tout de suite. Si jamais vous étiez enroulé avec votre tête posée devant vous, vous allez tout simplement vous redresser tranquillement, dérouler souplement votre nuque, votre dos, laisser votre tête retrouver sa position d'équilibre. Sinon, vous pouvez aussi inspirer en poussant dans votre tête pour vous grandir, peut-être en vous étirant vers le haut. Et en expirant, vous relâchez. Voilà, faites quelques mouvements. Vous pouvez frotter vos mains, pianoter un petit peu vos doigts. Voilà, étirer vers les côtés ou pourquoi pas vers le haut. Voilà, faire une petite bulle autour de vous. N'hésitez pas à bâiller si vous en avez besoin. Voilà, tranquillement, quelques respirations et puis vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà pour cette sieste flash. Alors, je n'ai pas compté, je ne sais pas, on a fait en 6-7 minutes, je pense. Voilà, uniquement sur cette séquence. Merci Laurence. C'est très facile à faire. Moi, je vous incite vraiment à vous habituer. C'est très récupérateur. Il suffit parfois de quelques minutes pour avoir comme ça une petite bouffée de détente qui va être à la fois une détente pour le corps, mais aussi une bouffée d'air frais pour votre esprit. Ça vous permet ensuite d'être plus concentré, plus efficace, de vous sentir plus vif. Donc, n'hésitez pas, moi je milite pour la sieste parce que ça reste un outil qui est très très accessible. Donc, on peut la faire partout. Oui, ça peut se faire partout, hein. Si vous avez la possibilité de fermer les yeux, après c'est vraiment votre rapport au regard des autres. Ça peut être sur son canapé, ça peut être sur une chaise, ça peut être dans la voiture quand on est garé quelque part. Si vraiment vous êtes fatigué, vous avez fait de la route, vous avez un coup de barre, arrêtez-vous, faites une sieste flash. Après le déjeuner, moi je le conseille beaucoup parce qu'on a tendance à s'assoupir, hein. On sait qu'en chronobiologie, vers 13h30, 14h, le cerveau il a un pic bas, hein. Il a tendance à l'attention et la concentration baisse. Bah, si ça baisse, faites une phase de récupération de quelques minutes. La seule limite, c'est vous, hein. Ce sont vraiment les interdits que vous allez vous mettre par rapport à ça. Pour le reste, c'est que du bonheur. Merci Laurence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai quelques questions. Notamment, j'ai une personne qui m'a envoyé la question suivante. Comment dormir avec des acouphènes? Alors, c'est une très bonne question. Les acouphènes, c'est une problématique à part entière, hein. Donc, je le signale notamment, il y a des sophrologues qui sont spécialisés dans les acouphènes. Il faut savoir que les acouphènes, comme tous les bruits, mais aussi comme les pensées, en fait, ils sont très dérangeants et on les entend si on les écoute. Quand on est endormi, on ne les entend pas parce qu'on ne les écoute pas. Donc, il y a vraiment des techniques de défocalisation pour les acouphènes. Et moi, je conseille, on a des solutions pour les acouphènes, hein. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment une problématique à part entière. Alors, après, il existe des dispositifs, hein. Il y a des dispositifs qui vont faire, par exemple, des bruits blancs, qui vont annuler les acouphènes. Donc, même chose, ORL, éventuellement audioprothésiste, et sophrologue, parce que les sophrologues sont vraiment habilités dans la prise en charge complémentaire des acouphènes. Et en particulier, il y a un réseau des sophrologues formés sur les techniques pour les acouphènes, donc n'hésitez pas. Merci Laurence. Alors, j'ai un autre sujet de Lydia qui souffre d'insomnie depuis quelques années. Quand elle est stressée, elle pratique la respiration et les points d'appui. Pourtant, les insomnies sont toujours présentes.
Est-ce que le fait de continuer les exercices finira par calmer les insomnies, oui ou non? Alors oui, après, Lydia, je ne dis pas de bêtises, voilà, moi, Oui, c'est Lydia. voilà, ce que je vous conseille aussi, essayez d'observer votre fonctionnement dans les phases de réveil. Moi, je me suis rendu compte, y compris pour moi, hein, moi je suis sophrologue, j'ai la même vie que tout le monde. Parfois la nuit, je ne me rends pas compte que j'entretiens des pensées. Alors, ce n'est pas toujours des pensées négatives, hein. Tout d'un coup, je peux avoir une idée géniale à 4 heures du matin, et puis je suis en train je réfléchis à cette idée, je la compare à une autre, et en fait, de moi-même, sans m'en rendre compte, je fais remonter la vigilance. Et tout d'un coup, je me dis, mais enfin, c'est n'importe quoi, je suis en train de me réveiller moi-même. En fait, le cerveau, il ne sait pas arrêter de penser. Donc, si vous apportez de l'eau au moulin, lui, il va y aller, hein, parce qu'il est à votre service finalement. S'il estime que ce sujet est important, si vous lui dites ce sujet est important, il vous suit. Il pense, il gamberge, il réfléchit, il crée, il imagine. En revanche, si vous vous mettez dans l'intention de dire non, mais là, ça ne va pas, il faut que je me rendorme, et de commencer à rentrer dans les exercices, oui, ça peut fonctionner. Après, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir de la pioche, parce qu'on s'est rendu compte que le mental se lasse. Hein, et au bout d'un moment, quand c'est un petit peu toujours les mêmes exercices, le cerveau il dit OK, tu vas me parler de cette histoire de vague, tu vas me parler des points d'appui. Alors d'où l'idée de temps en temps de faire les points d'appui dans l'autre sens. Moi, j'ai l'habitude de les faire de la tête jusqu'aux pieds. Bah, de temps en temps, je fais le contraire, c'est-à-dire je vais commencer par les pieds et je remonte jusqu'à la tête. Et puis, je vais changer de technique de respiration pour pas qu'il y ait un effet d'habituation et de lassitude. Donc, il ne faut pas hésiter à varier. Je voudrais rappeler qu'on a fait, donc la CCMO a réalisé une série de podcasts, hein, que j'ai eu le plaisir de faire avec vous. Notamment, on en a fait un, c'est le premier podcast qui s'appelle 5 conseils pour mieux dormir. Je redonne des techniques autour du sommeil dans ce podcast. Donc, je vous incite à aller peut-être le réécouter. Il dure 5 minutes. Et vous aurez des exemples et d'autres exemples de techniques autour du sommeil. Après, vous pouvez aller voir du côté des applications. Il y a des applications comme Petit Bambou, hein, qui vont avoir des programmes assez faciles de méditation et autour du sommeil. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Laurence, autre question. Une personne... Alors, attends, hop, je remonte. J'ai une sciatique due à de l'arthrose sur mes lombaires. Je me réveille surtout la nuit vers 4 heures du matin. Je n'arrive plus à me rendormir. C'est la douleur. C'est sûr que la douleur, c'est difficile de faire abstraction de la douleur. Ma première réflexion, c'est prise en charge évidemment de la douleur. On peut avoir des techniques complémentaires, même chose, d'atténuation des douleurs, un peu comme les acouphènes, hein. D'ailleurs, ça peut être parfois assez comparable. Il n'y a pas de solution miracle, hein, de ce côté-là. Ça peut être parfois la chaleur qui peut aider, ça peut être des choses comme ça, mais c'est vrai que les douleurs, voire peut-être changer de position, aller dormir, terminer la nuit, enfin, quand je dis ailleurs, ça peut être sur son canapé avec un coussin. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont tout un tas de protocoles en déplaçant des coussins, des choses qui peuvent être plus confortables. Il n'y a pas de solution miracle, hein, sur la douleur. C'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à vivre. Sylviane qui me pose la question, est-ce qu'il y a des solutions pour des insomnies liées aux bouffées de chaleur? Ah, très bonne question. Oui, alors les bouffées de chaleur, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, hein, au moment de la ménopause, c'est-à-dire que vous pouviez très bien dormir et tout d'un coup vous êtes réveillé la nuit par des suées nocturnes, des bouffées de chaleur. Première chose, le premier interlocuteur, c'est quand même votre gynécologue, parce que c'est lui qui va pouvoir voir si vous pouvez avoir un traitement hormonal alternatif, qui peut être sur une courte période. Il y a aussi des solutions naturelles du côté de la naturopathie. Il y a des solutions naturelles du côté des huiles essentielles qui fonctionnent très bien. Par exemple, il y a des inhalateurs qu'on peut utiliser la nuit, hein, donc respirer. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être couplé à la respiration avec des mélanges d'huiles essentielles, notamment ce qui va bien fonctionner, c'est la menthe poivrée et la bergamote. Et ce qui fonctionne bien pour les bouffées de chaleur en général, et pas que la nuit, c'est l'acupuncture. Il peut y avoir des bons résultats. Ça, ce sont des pistes. Après, ça dépend un peu de chacun. Donc moi, je ne suis pas médecin et encore moins gynécologue. Parlez-en à votre gynécologue. Audrey, je me réveille la nuit 3 fois, vers 1 heure du matin, 3 heures, 5 heures.
voyez, donc vous sautez à chaque fois un cycle. Alors, essayez de voir d'abord ce qui vous réveille. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce que vous avez tendance à cogiter? Le soir, avant de vous endormir, essayez de vider le maximum le disque dur, hein, soit en écrivant, soit en essayant de mettre les préoccupations de côté. Après, ce sont vraiment des techniques de gestion des pensées. En sophrologie, on a un certain nombre de techniques de gestion des pensées pour essayer de mettre les pensées à distance et d'éviter que les pensées fassent remonter la vigilance et nous ressortent du sommeil. Margot, qui se réveille en moyenne 4 à 6 fois par nuit, mais qui se rendort assez vite. Est-ce que c'est Alors, normal? ça, oui, c'est normal. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas anormal de se réveiller. Ce qu'il faut, c'est pouvoir se rendormir. Donc, à la limite, si dans la journée, vous sentez qu'il n'y a pas d'assoupissement, si le matin, quand vous êtes réveillé, vous êtes en forme, pour moi, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas matière à faire absolument quelque chose. Se réveiller la nuit, ça arrive. Moi, ça peut m'arriver. Hein, me réveiller 3 fois dans la nuit, je me rendors, pas de problème. Hein. Voilà, je m'endors facilement, mais à partir d'1 heure du matin, je vois toutes les heures défiler. 1 heure, c'est tôt hein, quand même. Hein. Vraiment, moi, je vous incite à travailler. Hein, c'est vraiment notre thématique, c'est-à-dire on peut être partenaire de son sommeil. Ne vous installez pas dans la fatalité. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider, vous accompagner. Il y a des techniques qui existent, il y a des choses qui ont fait leurs preuves. Donc vraiment, restez pas enfermés dans ces processus. Marlène, je me réveille car mon conjoint ronfle. Aïe, aïe, Je aïe. mets des boules qui est. Vous Oui, avez moi raison, aussi. Marlène. Moi aussi, je dors avec des boules qui est. Aïe, oui, là, j'ai pas. Beaucoup d'entre nous dorment avec des boules qui est. Je n'ai pas trop de solutions, changer de conjoint, avoir des boules qui est. Moi, j'aime bien les boules en cire parce qu'elles sont relativement malléables et elles vont pouvoir être relativement confortables par rapport à votre conduit auditif. On n'a pas tous les mêmes conduits auditifs. Moi, j'aime pas trop les petits cylindres en mousse parce que comme c'est le même diamètre partout, je trouve qu'à certains moments, ça fait plus de pression. C'est pas très agréable. J'ai refait l'autre jour une petite tournée en pharmacie. Franchement, il y a plein de modèles de boules, de dispositifs qui existent. Tester, ça ne coûte pas très cher, ça vaut la peine. Bah, sinon, il faut faire chambre à part. Hein. Après, il y a aussi voilà, un conjoint qui ronfle, ça peut être des apnées du sommeil. Et puis, de temps en temps, il y a des petites interventions ORL qui peuvent aider à améliorer un palais, enfin, quelque chose qui s'est un tout petit peu déplacé. Avec l'âge, le palais se déforme un tout petit peu, hein, donc ce n'est pas normal de se mettre à ronfler. Parfois, ça peut être aussi parce que l'air est trop sec dans la chambre. D'avoir un humidificateur en particulier l'hiver, hein, quand on a un peu de chauffage dans la chambre. En général, on dit qu'il ne faut pas dormir avec une température trop chaude. Hein. 18-19 degrés dans la chambre, c'est un maximum. Hein. Mais si l'air est sec, d'avoir un humidificateur ou même tout simplement un bol d'eau posé sur votre radiateur, ça peut être bien pour la nuit. Parfois, ça évite de ronfler. Et j'ai vu qu'il existe des petits trucs qui sont des écarteurs de narines. Donc, ça peut permettre que les ronflements soient moins volumineux. Alors, j'ai une personne qui me dit que chaque individu, on peut lire parfois que chaque individu a un cycle de sommeil différent. Bien sûr, tout à Certains fait. sont des couches tôt, d'autres des couches tard. Absolument. Mais parfois, les horaires de travail ne coïncident pas. Oui. C'est d'ailleurs le problème qu'on a avec les adolescents. C'est-à-dire que les adolescents, il faudrait qu'ils aillent au collège ou au lycée à 10 ou 11 ans le matin. Parce qu'avec l'adolescence, ils ont tendance à devenir à la période de l'adolescence, à devenir des couches tard. Alors, on a des besoins de sommeil différents. C'est pour ça que quand je dis des règles absolues, il faudrait dormir tant d'heures, tant d'heures, tant d'heures, c'est chacun en fonction. Moi, je me rends compte que j'ai besoin de 7h30 de sommeil. Si je dors 7h30, ça fonctionne. Si je dors moins, je vais vite me rendre compte que c'est un problème. Il y a des gens qui vont vous dire, non mais 6 heures, ça suffit. Oui, ça leur suffit à eux. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de 8 heures. Le point de repère qui donne une bonne indication, ce sont les vacances. Parce qu'en vacances, comme on n'a pas d'impératif, regardez au bout d'une semaine ou de 15 jours de vacances, la durée de vos nuits de sommeil. Ça vous donne une mesure de vos besoins de sommeil.
Ensuite, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Et puis, effectivement, il y a des gens qui se couchent tard, il y en a qui préfèrent se lever tôt. Voilà, moi, il y a pas de, on ne peut pas généraliser. Essayez quand même, moi je trouve, quand on travaille avec des horaires classiques, de ne pas vous coucher après minuit. Moi, de plus en plus, j'incite à se coucher ne serait-ce qu'une demi-heure plus tôt. Essayez de vous coucher une demi-heure plus tôt. Et le soir, la bonne indication de départ du train du sommeil, ce sont ce qu'on appelle les signaux du sommeil. C'est-à-dire que quand vous percevez les signaux du sommeil, il faudra aller se coucher. Les signaux du sommeil, ce sont les bâillements, la baisse de la vigilance, je ne sais plus ce que j'étais en train de lire, tout d'un coup j'ai un peu froid, j'ai les yeux qui piquent, hein, je me rends compte que je me frotte les yeux, hein, chez les enfants on appelle ça l'effet marchand de sable. Alors le problème c'est que souvent j'ai des gens qui me disent bah oui mais je les ai à 21h30. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la meilleure heure pour aller se coucher. En revanche, ça donne une indication, le train du sommeil va repasser dans 1h30. Donc arrangez-vous pour être en condition de vous coucher par exemple à 23h. Et si vous allez vous coucher à 23h, les signaux du sommeil reviennent, vous allez vous coucher. Pas tout d'un coup, vous avez envie de vous endormir et vous vous dites « Ah ben tiens, je vais aller prendre ma douche. Ah ben tiens, je vais aller me brosser les dents. Ah ben tiens, je vais aller vérifier mes mails. » Non, parce que vous allez vous réveiller et à nouveau, vous loupez le train du sommeil. Et le suivant repassera au bout d'1h30. Merci Laurence. Alors, quelques questions pratiques. Je veux refaire la sieste flash. Oui, alors bah, tant mieux. Je vous incite vivement à faire la sieste flash. Alors, vous allez avoir 2 supports. Le replay de cette conférence que vous trouverez sur le site de la CCMO, hein, ccmo.fr, dans le courant de la semaine. Voilà, Et rubrique Ma santé et moi. voilà, merci Élise. Donc, et dans cette rubrique Ma santé et moi, vous avez un dossier entier consacré au sommeil et dans lequel vous trouverez aussi cette semaine un podcast qu'on a enregistré où on parlera de la sieste en général, les bienfaits de la sieste, et puis la magie de la sieste flash. Les anglo-saxons l'appellent power nap. C'est dire à quel point elle est d'une puissance incroyable. Écoute, Laurence, je crois que nous sommes arrivés au terme de la conférence. On pourrait parler du sommeil jusqu'au bout de la nuit, mais en tout cas pour aujourd'hui. Alors, je prends une dernière question parce qu'elle est intéressante. C'est vraiment la dernière. Donc, est-ce qu'on peut compenser un manque de sommeil de la semaine par des nuits plus longues le week-end? Oui, alors 2 stratégies pour le week-end. Écoutez-vous. Donc, si vous sentez que le week-end, vous avez besoin de dormir plus longtemps, laissez-vous faire la grasse matinée le samedi matin, le dimanche matin. Voilà, ne culpabilisez pas, récupérez. Et la deuxième chose, faites la sieste. Et peut-être, et vous le découvrirez dans le podcast sur la sieste flash, hein, je m'initie à la sieste flash. La sieste, c'est 2 formats. Alors, c'est 3 formats. Soit une sieste très courte, soit au maximum 20 minutes, soit au maximum 1h30. Et les siestes longues le week-end, moi, ça m'arrive de temps en temps, quand vraiment, surtout l'hiver, là, où on est fatigué, on sort d'un mois de février qui a été compliqué, on sort du Covid, les actualités sont quand même désespérantes, il fait froid, il pleut, les jours sont encore courts, on n'est encore pas passé à l'heure d'été. Faites des siestes, des grandes siestes, voilà, 1h30 de sieste le week-end, ne culpabilisez pas, récupérez. Oui, ça permet de compenser. Ça ne remplace pas, mais au moins ça permet de récupérer. Merci à ceux qui nous quittent et dont on voit qu'ils nous remercient. Voilà. Merci, merci à toi, Laurence, avec pour la qualité de ton intervention. Les messages sont dithyrambiques. J'en suis ravie. Je remercie également tous les participants à cette conférence et les équipes qui ont travaillé autour de la conférence Bravo, pour en faire un succès. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonne nuit, la meilleure possible. Au revoir à tous. Au revoir.